Tu sais patron, ce soir je bois mon ginger ale et je me sens un peu bizarre. Qu'est-ce qui te traverse la tête, Camille? Je regarde souvent des vidéos sur le climat et après je me sens très mal et je ne sais même pas comment appeler ce que je ressens. Tu parles de cette peur qui reste dans le corps longtemps après la fin de la vidéo. Oui, exactement, mon ventre se serre, je n'arrive plus à dormir et je pense que l'avenir est fermé. Il y a un mot pour cela, on parle d'éco-anxiété. Éco-anxiété, je crois que j'ai déjà vu ce mot, mais je ne savais pas vraiment ce que cela voulait dire. C'est une détresse liée à tout ce qui touche à l'environnement, le climat, les catastrophes, les espèces qui disparaissent, tout cela. Donc ce que je ressens a un nom. Ce n'est pas juste moi qui dramatise. Non, tu ne dramatises pas, ta réaction est logique face aux informations que tu reçois. Je t'avoue que parfois, je me demande si je deviens folle, parce que je pense à cela même au travail ou dans le métro. Tu n'es pas folle, tu réagis à un danger réel, par contre cette peur peut devenir trop lourde et prendre toute la place. Est-ce que c'est une maladie mentale alors? Non, ce n'est pas une maladie au sens strict, ce n'est pas un diagnostic officiel, c'est une manière de décrire une souffrance psychologique bien réelle. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, surtout quand tu parles de souffrance qui prend toute la place. Dis-moi à quoi ressemblent tes journées quand cette éco-anxiété est très forte. Par exemple, je me réveille déjà fatiguée, j'ouvre mon téléphone, je vois un article sur les incendies ou la sécheresse, et je perds tout courage. Tu continues à lire quand même. Oui, je descends le fil, je regarde les commentaires, je clique sur d'autres vidéos, et à la fin j'ai peur, je suis triste et je ne fais plus rien de ma soirée. Tu ressens de la peur, de la tristesse, parfois de la colère aussi. Oui, et aussi beaucoup de culpabilité, je me dis que je ne fais jamais assez d'efforts. Tu vois, tu viens déjà de nommer plusieurs éléments clés. Peur, tristesse, culpabilité, ce sont des facettes fréquentes de l'éco-anxiété. Mais est-ce que c'est nouveau comme phénomène, ou les gens le ressentent depuis longtemps? Des personnes s'inquiètent pour la planète depuis plusieurs décennies, mais le mot éco-anxiété est devenu courant récemment. Avant, on parlait plus de tristesse face à la nature qui disparaît ou de chagrin lié à un paysage transformé. Comme quand on retourne dans un endroit de son enfance, et que tout a changé. Oui, ce genre de sentiment-là, aujourd'hui l'éco-anxiété ajoute une couche, la peur de ce qui va encore arriver plus tard. Cela me parle, je ne pleure pas seulement pour ce qui est déjà perdu, j'ai aussi peur de ce qui va disparaître dans ma vie. C'est exactement cela, ce mélange entre tristesse pour ce qui a déjà changé et inquiétude pour ce qui pourrait encore arriver. Je me demande si d'autres gens ressentent ça aussi ou si c'est seulement une petite minorité. De nombreuses études montrent qu'une grande partie des jeunes ressentent une forte inquiétude pour le climat et l'avenir. Donc je ne suis pas l'exception. Non, beaucoup de personnes de ta génération parlent de difficultés à se projeter, à faire des plans, à imaginer une vie stable. Parfois, je me dis que ça ne sert à rien de faire des projets de carrière si tout s'écroule dans 10 ans. Tu vois, cette pensée-là revient souvent chez les personnes qui vivent l'éco-anxiété de manière intense. Je n'en parle presque jamais avec mes amis, j'ai peur qu'ils me trouvent dramatique ou négatif. Le silence autour de ce sujet renforce encore plus la sensation d'isolement et de malaise. C'est fou. On parle tout le temps de séries, de travail, de rendez-vous, mais pas vraiment de cette peur de fond. Parce que cette peur touche à quelque chose de profond et d'intime, cela demande du courage de la dire à haute voix. Je suis soulagée que tu mettes des mots dessus ce soir. Je suis content que tu m'en parles, cela montre que tu commences à regarder cette peur de face au lieu de la cacher. Mais est-ce que trop regarder le problème ne risque pas d'augmenter encore ma peur? Tout dépend de la manière de regarder, il y a une différence entre s'informer et se noyer dans les mauvaises nouvelles. Moi, j'ai plutôt l'impression de me noyer. Parlons justement de la place que les informations et les réseaux prennent dans ta journée. Mon téléphone est presque toujours allumé, je reçois des notifications, des alertes, des résumés d'infos, et souvent ce sont des mauvaises nouvelles climatiques. Ton cerveau n'a presque jamais de pause complète, il reste en alerte continue. Je sens une sorte de tension presque constante, même quand je suis avec des amis.
Cette tension permanente est un terrain fertile pour l'éco-anxiété, surtout quand on a déjà une sensibilité sur ces sujets. Je me dis souvent, si je ne regarde pas ces infos, je suis irresponsable, mais si je les regarde, je ne tiens plus. Tu te retrouves coincé entre l'envie de rester informé et le besoin de te protéger un minimum. Exactement, et je ne trouve pas de juste milieu. Une piste serait de choisir des moments précis pour t'informer plutôt que de laisser les informations t'attaquer toutes les 5 minutes. Donc décider d'un temps d'info et couper ensuite. Oui, par exemple un journal bien construit une fois par jour et le reste du temps, ton téléphone ne t'envoie pas d'alerte sur tout. J'ai peur de rater quelque chose d'important. Les grandes informations finissent toujours par arriver jusqu'à toi, ce que tu gagnes en retour, c'est de l'espace pour respirer. Je n'avais jamais vu cela comme un choix possible, j'avais l'impression que la seule option était de consommer tout le flux. Tu as plus de marge de manœuvre que tu ne le crois, même si le système pousse dans l'autre sens. Quand je parle d'éco-anxiété, j'ai aussi envie de te demander, est-ce que cela ne touche que les jeunes ? Les jeunes en parlent beaucoup et souvent avec des mots très forts, mais des études montrent que des personnes de nombreux âges se sentent concernées. Donc mes parents peuvent aussi ressentir quelque chose d'approchant. Oui, mais ils n'utilisent pas toujours le même vocabulaire et ils n'en parlent pas autant. Eux disent parfois juste qu'ils sont inquiets pour les saisons, pour l'eau, mais ils n'utilisent pas ce mot d'éco-anxiété. Le ressenti de base peut être proche. La forme du discours change selon les générations. Cela me rassure un peu de penser que je ne suis pas seule sur Terre avec ce poids. Plus tu comprends que ce sentiment est partagé, plus tu peux sortir de la honte et commencer à chercher du soutien. Par contre, il y a quelque chose qui me trouble beaucoup, c'est la culpabilité. Parle-moi de cette culpabilité. On me répète de trier mes déchets, d'éviter l'avion, de manger différemment, et quand je n'y arrive pas parfaitement, je me sens coupable. Tu as l'impression que le sort du monde entier repose sur tes épaules à toi. Oui, chaque fois que je fais un choix, même petit, je me demande si je suis une mauvaise personne pour la planète. Cette charge morale est très lourde, surtout quand on t'a répété que le consommateur est l'acteur principal. En plus, partout dans la ville, je vois des produits avec des étiquettes vertes, des slogans rassurants, cela me perturbe. Tu touches là au rôle du marketing dans cette histoire. Je me dis souvent, est-ce qu'on utilise justement notre peur pour nous vendre des produits ? Il arrive que des marques utilisent l'anxiété écologique pour valoriser une image responsable, parfois avec des actions réelles, parfois avec des gestes surtout symboliques. Donc ma peur devient un argument de vente. Oui, et cela nourrit encore la confusion et la culpabilité, parce que tu ne sais plus quoi croire. Parfois, j'achète quelque chose avec un beau logo vert et après, je lis un article qui explique que l'impact est minime. Ce décalage entre le discours et la réalité est souvent du verdissement de façade et il renforce le sentiment d'être trompé. Du coup, je ne sais plus si je dois acheter, boycotter ou juste abandonner. Une approche utile consiste à regarder au-delà du slogan et à se demander quel changement concret se cache derrière. Tu veux dire, voir si l'entreprise change sa manière de produire et de transporter. Exactement, si les efforts touchent le cœur du fonctionnement et pas seulement l'emballage ou la couleur du logo. Cela demande du temps et de l'énergie de vérifier tout cela. C'est vrai, et c'est pour cela qu'il ne faut pas faire reposer toute la responsabilité sur chaque individu isolé. J'ai souvent l'impression que si je n'ai pas une vie parfaite écologiquement, je suis complice de tout ce qui se passe. Ce tout ou rien te fait beaucoup de mal, alors qu'en réalité, personne ne peut être irréprochable. Mais si je suis indulgent avec moi-même, est-ce que je ne vais pas devenir paresseuse ? Tu peux être lucide sur tes limites et en même temps rester engagé. La sévérité constante n'est pas la seule voie. Donc je pourrais accepter de ne pas être parfaite tout en avançant quand même. Oui, tu peux progresser par étapes, choisir quelques actions qui ont du sens pour toi et les tenir dans la durée. Je vois, mais il reste cette peur de fond, cette impression que l'avenir est bouché. Parlons justement de cette peur et de ce que tu peux en faire. Je t'écoute avec attention, parce que c'est ce qui me bloque le plus. D'un côté, cette peur te protège du déni, elle te rappelle que la situation est grave. C'est vrai, je ne peux pas faire comme si de rien n'était.
De l'autre côté, si cette peur occupe tout l'espace, elle t'empêche d'agir, de créer, de te relier aux autres. Je me reconnais dans ce blocage, je me sens souvent paralysée. L'idée n'est pas de supprimer ta peur, mais de la remettre à sa juste place pour qu'elle devienne un signal et non une prison. Comment on fait cela concrètement? D'abord en prenant soin de ton corps et de ton esprit, avant même de parler d'engagement. Tu penses à quoi exactement? À ton sommeil, à ton alimentation, à des moments de détente sans écran, à des relations qui t'apaisent, tout ce qui te donne une base plus stable. J'ai parfois l'impression que c'est égoïste de penser à moi dans ce contexte. Pourtant, si tu t'épuises complètement, tu n'auras plus la force de faire quoi que ce soit pour le monde non plus. Vu comme ça, prendre soin de moi devient une condition pour pouvoir agir. Exactement, ce n'est pas un luxe, c'est un socle. D'accord pour cette base. Après cela, qu'est-ce que je peux faire? Ensuite vient le fait de ne pas rester seul avec tes questions, chercher des personnes qui se posent les mêmes. Tu veux dire des groupes, des associations, des collectifs? Oui, des espaces où l'on parle de ces sujets ouvertement, où l'on partage les peurs et aussi les idées d'action. Je n'ai jamais osé franchir la porte d'un groupe comme ça. Tu peux commencer par un événement petit, une discussion, une rencontre près de chez toi, sans engagement lourd. Ce serait déjà un pas important pour moi. Quand tu es avec d'autres, tu te rends compte que le poids se répartit, tu n'es plus seul à retenir tout cela. Je crois que c'est ce qui me manque le plus en ce moment, ce sentiment de partage. Il y a un troisième niveau, plus profond encore, c'est la manière dont tu alignes ta vie avec tes valeurs. Tu parles de mes études, de mon métier, de mes projets. Oui, tu peux te demander quel type d'activité te permet de contribuer à ce qui te tient à cœur selon tes talents et tes contraintes. Je ne peux pas changer de vie du jour au lendemain. Bien sûr, mais tu peux poser des petites pierres, choisir un stage, un projet, un engagement qui va dans la direction que tu souhaites. Parfois, je vois des personnes qui changent tout brutalement et je me sens en retard. Chacun a son rythme, une transformation petit à petit peut être très solide et moins épuisante. Donc je peux avancer par étapes, sans me comparer à ceux qui vont plus vite. Oui, tu peux t'inspirer de sans te juger à travers eux. Il y a aussi un sujet que je n'ose presque pas aborder, c'est la peur pour les enfants du futur. Tu peux m'en parler si tu veux. Je me demande souvent si je veux avoir des enfants dans un monde comme celui qui vient, et parfois je me sens déjà coupable rien qu'en y pensant. Cette question est très intime et beaucoup de personnes se la posent, elle n'a pas de réponse universelle. Je me sens un peu anormale quand je dis que j'hésite. Tes hésitations montrent que tu prends cette décision au sérieux, c'est un signe de conscience, pas un défaut. Merci de le dire comme ça, cela calme un peu mon cœur. Que tu choisisses d'avoir des enfants ou non, tu peux déjà chercher à rendre le monde autour de toi un peu plus vivable. Je n'avais jamais formulé cela ainsi, je voyais seulement une question immense sans solution. Tu ne peux pas maîtriser l'avenir global, mais tu peux agir sur ton environnement proche et sur ta manière d'être avec les autres. Cela me donne un tout petit espace de liberté dans ce qui me paraissait totalement fermé. C'est déjà beaucoup, car ce petit espace peut grandir avec le temps. Je voudrais aussi te demander à partir de quand est-ce que l'éco-anxiété devient vraiment dangereuse pour la santé mentale. C'est une question importante et délicate. Je te la pose parce que je veux savoir où est la limite. On peut s'inquiéter quand la peur empêche de dormir pendant longtemps, quand elle empêche d'aller au travail ou en cours, ou quand on ne trouve plus de plaisir dans rien. Je comprends. Si des idées très sombres arrivent souvent, si l'envie de tout arrêter devient fréquente, alors il est important de demander de l'aide. Demander de l'aide à qui? À un médecin, à un psychologue, à une personne formée pour écouter ce type de souffrance. J'ai peur d'être jugée si je parle de ces choses-là. Un professionnel est justement là pour accueillir sans jugement et pour t'aider à remettre un peu d'ordre dans tout cela. Le simple fait que tu dis cela me fait du bien. Tu n'as pas à porter seul quelque chose qui devient trop lourd. Je me rends compte que ce soir, rien que le fait d'en parler ici avec toi change déjà quelque chose. Mettre des mots, c'est déjà ouvrir une petite fenêtre dans une pièce qui était fermée.
Je me sens un peu plus légère, même si la situation du monde n'a pas changé. Ta manière de tenir cette situation dans ton esprit a évolué, et c'est très important. Ce qui me fait du bien, c'est que tu ne cherches pas à minimiser, tu ne me dis pas que ce n'est rien. Parce que ce n'est pas rien, et en même temps tu as le droit de continuer à vivre, à rire, à aimer malgré tout. J'avais presque oublié ce droit-là. Tu peux être sensible aux problèmes du monde et garder aussi des moments de joie, les deux peuvent coexister. Je crois que je commence à le sentir dans mon corps, pas seulement à le comprendre dans ma tête. Ton gingembre n'a pas beaucoup bougé, tu veux que je t'en rajoute un peu de glace. Avec plaisir, cela accompagne bien cette conversation. Voilà, profitons. Merci patron. Je récapitule un peu pour voir si j'ai bien compris. Vas-y Greg, je t'écoute. L'éco-anxiété, ce n'est pas une maladie, mais une réponse logique à une situation réelle. Elle mélange peur, tristesse, colère et culpabilité. Très bien résumé. Je peux réduire la pression en choisissant comment je m'informe, en limitant le flux continu de mauvaises nouvelles. Oui. Je peux aussi accepter de ne pas être parfaite dans mes gestes, avancer par étapes et ne pas laisser les slogans commerciaux décider de ma valeur. Exact. Et ensuite, je peux chercher du soutien, me rapprocher d'autres personnes et petit à petit aligner mes choix de vie avec mes valeurs. C'est exactement l'idée, tu as très bien intégré l'ensemble. Enfin, si la peur devient vraiment trop lourde et envahit tout, je peux demander de l'aide à un professionnel. Et tu as le droit de le faire sans honte. Je me sens moins seule avec tout cela maintenant. Je suis heureux de l'entendre. Merci pour ce temps et pour ta patience. C'était précieux. Merci à toi d'avoir osé ouvrir le sujet ce soir. Je crois que je vais garder cette conversation longtemps en mémoire. C'est tout ce que je souhaite, que ces mots continuent à te soutenir quand tu quitteras ce comptoir. Il commence à être tard, je vais bientôt rentrer. D'accord, prends ton temps, finis ton verre et repose-toi bien cette nuit. Merci patron, bonne soirée à toi. Bonne soirée Camille, et à bientôt. Bon, il se fait vraiment tard, je ferais bien de rentrer chez moi. Oh non, je viens de réaliser que j'ai oublié mon portefeuille à la maison, et je ne sais absolument pas quoi faire. Je me sens vraiment gênée, mais puisque j'ai oublié mon portefeuille, est-ce que je peux te demander de m'offrir ce gingembre ? Je parle à toi qui es assis au même comptoir, et qui écoute notre conversation depuis tout à l'heure. Je savais que tu entendais tout, alors si ce que nous avons dit t'a aidé ne serait-ce qu'un petit peu, je te demande un coup de main. Merci du fond du cœur pour ton aide. Tu peux faire ce geste en utilisant le code cœur en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Et tant que tu y es, pense à mettre un pouce, à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, cela compte énormément. Dans la description, tu trouveras aussi des liens vers d'autres séries très différentes, peut-être que certaines te parleront aussi. Merci encore pour ta présence ce soir, passe une belle nuit et à très vite.